Salut les investisseurs, on est toujours dans notre revue des plus grosses capitalisations boursières européennes. On s'intéresse maintenant à la Suisse, les 10 plus grosses entreprises suisses en termes de market cap, en tout cas les entreprises cotées. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on passe en revue cette sélection. Alors, la première de la liste, ça va être Roche. On est sur un laboratoire pharmaceutique. On a Nestlé, donc le géant suisse de l'agroalimentaire, Novartis, un autre laboratoire pharmaceutique, Chubb, qui est une assurance, qui opère aux États-Unis également, compagnie financière Richemont, comme son nom ne l'indique pas, on est sur du luxe, UBS, donc après avoir fusionné avec Crédit Suisse sur la banque numéro 1 en Suisse, Zurich Insurance Group, de l'assurance, ABB, on est sur de l'équipement électrique, c'est une boîte suédoise en fait, qui est aussi cotée en Suisse. On est sur ensuite Holcim Group, le cimentier suisse, qui a auparavant qui était Lafarge Holcim, qui a fusionné avec le français Lafarge. Suisse Ré, on est sur la réassurance, et comme d'habitude, on va sur Coifin, et on passe en revue les différentes colonnes de ce tableau. On a le symbole de la cotation boursière, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, plusieurs métriques de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, price earning, price to free cash flow, lequel on utilise, eh bien, en fonction de si on est sur une entreprise financière, on va regarder le price earning. Si on est sur une entreprise hors financière, hors holding, par exemple, on va se mettre sur la valeur d'entreprise sur EBITDA, maintenant, et on pourra regarder les price earning ou les price to free cash flow en fonction de lequel est le plus pertinent, en fonction de si on a une équivalence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Ensuite, là, on va regarder aussi la décote sur le bilan, donc surtout celle sur actifs tangibles, donc ça c'est intéressant pour les banques et les assurances. On veut une marge de sécurité sur les actifs de ce type d'entreprise. Le rendement des capitaux investis pour les sociétés traditionnelles, le rendement des fonds propres pour les financières, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc ça inclut les rachats d'actions, les bénéfices nets par rapport au free cash flow et le payout ratio, donc on vérifie que le payout ratio est bien ce qu'il est par rapport au free cash flow, puisque c'est avec les free cash flow qu'on paye les bénéfices nets, mais qu'on paye les dividendes, mais le payout ratio se calcule à partir des bénéfices nets. Allez, on commence tout de suite avec cette sélection par Roche, donc le laboratoire pharmaceutique. Je rappelle, je suis à l'écart de ce genre de secteur que je trouve trop compliqué. On voit qu'on est sur une market cap de 270 milliards de dollars US de capital, donc de market cap. On est sur une croissance qui est négative en rythme annualisé sur 5 ans, donc il n'y a pas de croissance sur cette boîte. On est en très très mature, très stable. On est relativement cher payé en multiples. Alors 11,7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est plutôt cher payé à mon sens. Après sur cash flow, on a presque à 15, donc ça, on va dire que c'est modérément cher payé. Après sur Ning, on a 29,8. Maintenant, on génère beaucoup plus de free cash flow que le bénéfice net. C'est normal, on est sur une société mature qui rend du cash à ses actionnaires, qui a plus besoin de son cash pour réinvestir. Donc, ce qu'elle dégage en excédent, elle le rend à ses actionnaires. Donc, c'est pour ça qu'on a une telle différence. Ça reste relativement cher payé pour la qualité de l'entreprise. Maintenant, on a un rendement des capitaux investis qui est à 22,6%, donc c'est très très rentable. Pas beaucoup de dette nette au bilan, moins d'une fois, donc ça c'est bien. Solidité du bilan, un rendement du dividende à 3,3%, un rendement d'actionnaire à 3,6%, donc il y a un peu de rachat d'actions. Voilà, le niveau du dividende, il est relativement intéressant, avec un payout ratio qui a l'air élevé en termes de bénéfices nets, mais on a le double de free cash flow, des bénéfices nets en free cash flow, donc le payout ratio il est à 50%. Donc ce niveau de rémunération d'actionnaire est complètement soutenable. Je pense qu'on est légèrement cher payé sur cette boîte vu qu'on a plus de croissance. Maintenant, on a une bonne rentabilité, vous avez un bon niveau de rendement du dividende. Si vous autorisez à investir dans le secteur pharmaceutique, ça peut faire du fonds de portefeuille plutôt pas trop volatile, avec un bon petit dividende. Voilà, c'est défensif. Nestlé, 263 milliards de dollars US de market cap, une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pareil, c'est plutôt mou, on est très mature sur Nestlé. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 14,8, c'est cher payé pour cette croissance qui est faible. On a 22 en price earning et 21,7 en price to free cash flow, donc c'est équivalent. On a un rendement des capitaux investis qui est à 12%, donc une rentabilité quand même bonne, hein. Mais attention, on a beaucoup de dettes quand même sur Nestlé. 3 fois la dette nette sur EBITDA, c'est la limite pour une société non financière ou qui n'est pas une utilities. C'est plutôt limite, hein, trop endetté à mon avis. 3,4% de rendement de l'actionnaire, donc ça c'est intéressant. 3,3% de 4% de rendement du dividende, 5,2% de rendement de l'actionnaire, donc on a des rachats d'actions sur Nestlé. Ça se justifie peut-être, hein, parce que les multiples sont relativement pas trop élevés. Moi je trouve que c'est trop élevé, mais c'est mes critères personnels.
Équivalence free cash flow bénéfice net, le payout ratio est 72%, ce qui est relativement élevé, c'est-à-dire que ce niveau de rémunération de l'actionnaire, il va pas augmenter beaucoup plus, hein. Il peut même baisser si temporairement ou structurellement on a moins de free cash flow. Donc attention. Nestlé, à mon avis, vu la qualité que c'est un peu cher payé. Maintenant je comprends que ça soit défensif, vous êtes en France suisse, vous êtes sur un marché qui est très stable, une boîte qui est bien gérée, qui vivote tranquillement, qui vous rend votre petit dividende, donc pourquoi pas, si vous êtes dans cette optique-là, moi je trouve pas ça si intéressant. Novartis, 212 milliards de dollars US de market cap, une croissance de 1,2%, donc qui est plutôt faible, mais c'est normal, c'est le secteur qui veut ça. On a 11,1 dans valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est un peu cher payé, un price earning de 19, des price to free cash flow de 13,1. Ce qui est plus intéressant ici, c'est le price to free cash flow. Et donc on a vraiment des capitaux investis à 19,4%, c'est très rentable, hein. Novartis également, pas mal. En endettement à 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est pas trop endetté non plus, ça va. On est sur 3,5 en rendement du dividende, ça c'est relativement sympathique pour un entier, avec un rendement actionnaire à 7,5%, ce qui veut dire qu'il y a des rachats d'actions assez massifs, ça c'est tout à fait intéressant. On a un payout ratio à 64%, avec des free cash flow plus élevés, donc on a largement les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Novartis, si vous autorisez à investir dans les pharmaceutiques, ça peut être intéressant, relativement intéressant pour un portefeuille plutôt rentier, on va dire. Chubb Limited, on est sur l'assurance, je n'investis pas dans le secteur, mais ça peut s'analyser, on peut voir s'il y a une décote, en tout cas, on est à 119 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires de 10,3% en rythme annualisé sur 5 ans, une forte croissance, à mon avis ça inclut de la croissance externe, on a 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça un peu cher payé, mais c'est pas ce multiple-là qu'il faut regarder, c'est plutôt le price earning pour les financières. On a 13 en price earning, et nous, on veut être à 10 pour les financières, sinon c'est un peu trop cher payé, vu la dangerosité du secteur. En rendement des fonds propres à 14,6%, donc c'est pas mal comme rendement. On a pas de dividende apparemment, à vérifier, mais on a un rendement d'actionnaire à 2,4%, donc la boîte rachète ses actions. Un payout ratio à 15%, c'est pas très élevé, hein. Peut-être qu'on a des bénéfices nets ponctuellement élevés, ou alors peut-être que la société... en fait... Oui, donc il y a un problème. On n'a pas le dividende qui est affiché, mais on a un payout ratio, donc il faut aller vérifier les données de plus près sur Chubb Limited, donc vérifiez de votre côté. Voilà. Moi je trouve que c'est pas intéressant, on n'a pas de décote sur actifs tangibles, ce qu'on veut pour une assurance, pour sécuriser le dossier. Donc c'est pas le cas ici, donc plutôt à l'écart. Ensuite, Richemont, on est sur le luxe, on est à 106 milliards de dollars US de market cap, 8% de croissance en rythme annualisé sous 5 ans, donc c'est plutôt moyennement élevé comme croissance, intéressant. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 15,8, un price earning de 28, et un price free cash flow de 28, donc à peu près équivalence free cash flow bénéfice net. Est-ce que c'est cher payé pour le secteur? Ouais, c'est un peu cher payé. C'est un peu cher payé vu que le secteur est en bas de cycle. Je pense que vous avez une plus grosse décote sur LVMH qui est 3 fois plus grosse. Donc, à mon avis, LVMH est préférable à Richemont. Rendement des capitaux investis 10%, donc c'est convenable comme rentabilité. On a un petit dividende, mais le rendement actionnaire est plus bas que le rendement du dividende, donc ça c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a de la dilution, c'est dommage. On a un payout ratio à 130%, donc ce niveau de dividende n'est pas du tout soutenable. Voilà. Plutôt à l'écart de Richemont, c'est un peu cher payé. UBS Group, alors là vous entendez ça, vous vous mettez tout de suite aux abris, puisqu'ils ont racheté Crédit Suisse, après Crédit Suisse est fait faillite. Donc là, attention, les créances pourries qu'on doit avoir, les actifs pourris qu'on doit avoir dans UBS, cela étant dit, on a 10,7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça inclut la fusion avec UBS, un price earning de 21, alors que notre zone de value c'est 10 pour une financière, donc hors de question de mettre un pied là-dedans, il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc hors de question de mettre un pied là-dedans, 6% de rendement des fonds propres, donc c'est médiocre, il y a un rendement du dividende de 3,2%, et un rendement de l'actionnaire à 5,1%, donc bon, c'est faible hein, comme niveau de rendement pour une banque. Un payout ratio à 44%, voilà, bon, il y a un peu de marge pour l'augmenter, ce paiement de dividende, mais pas tellement, donc vraiment médiocre hein, comme dossier, plutôt à l'écart. Allez, Zurich Insurance, on est sur l'assureur suisse, on a 100 milliards de dollars US de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. On va regarder le price earning pour une financière, on a 17,6, donc c'est trop cher payé, on est au-delà de la zone des 10. On a vraiment des fonds propres et on n'a pas de décote sur actifs tangibles, hein. 7,1 fois, c'est exorbitant. On a un rendement sur fonds propres de 23, donc ça c'est bien rentable, c'est pas mal. Un rendement du dividende à 4,5, un rendement d'actionnaire à 5,5, donc il y a des rachats d'actions sur le dossier. Et un payout ratio à 71%, donc on va pas augmenter beaucoup plus le rendement d'actionnaire, qui est un peu limite hein, à ce niveau de payout ratio.
Voilà. Bon, plutôt à l'écart de Zurich Insurance, c'est trop cher. AB Limited. Donc ça, je pense que c'est suédois en fait. On est sur l'équipement électrique, c'est similaire à du Schneider Electric ou à du Legrand. On est à 98 milliards de $ US de market cap, 3,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est un peu mou comme croissance. Et on a des multiples relativement élevés par rapport à cette croissance. Maintenant, on paye la rentabilité qui est élevée. Donc 15,6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça c'est cher payé. 25 en price earning, c'est cher payé. On a une équivalence free cash flow bénéfice net. Donc un price free cash flow de 25,5. Voilà, vu la croissance, c'est quand même élevé. C'est multiple. On a vraiment des capitaux investis à 18, donc on est très rentable. On n'a pas beaucoup de dettes à 0,4, c'est normal, on est très rentable. Et on a peu de croissance, donc on peut rembourser la dette. 1,9% de rendement du dividende, donc c'est pas très élevé, mais c'est peut-être la cherté de l'action qui fait que ce rendement n'est pas très élevé. 2,6 rendement à l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. Et les free cash flow sont plus élevés que... Bon, les free cash flow sont équivalents au bénéfice net, on va dire, donc le payout ratio est à peu près à ce niveau-là en réalité. Donc ABB Limited, c'est un peu trop cher payé à mon avis. Holcim, le géant suisse du ciment, secteur que j'affectionne particulièrement et auquel je suis exposé grâce à ma attention sur Vicat qui a bien marché. Mais Holcim a bien marché également dans les années passées, dans les trimestres passés. 60 milliards de $ US de market cap, il n'y a pas de croissance sur Holcim. Maintenant on est dépendant du prix de la matière première. Et on est très cyclique, donc cette croissance, à mon avis, il n'y a pas trop de sens, il faut regarder la croissance en volume plutôt. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 9,7. Voilà, on est très loin de la valorisation de Vicat. Là, on est quasiment double. On est sur un price earning de 19 et un price free cash flow de 13,6. Donc, pour les cimentiers, on va plutôt regarder les free cash flow, parce que c'est un secteur d'activité très mature qui maintenant a des excédents de cash. Donc, on n'a pas de décote, on a des multiples pas très attractifs. Pourtant, dans ce secteur, la plupart des entreprises sont à des multiples attractifs, mais pas Holcim. Mais normal, c'est une société plutôt qualitative. On a 7,8 en rendement des capitaux investis, donc pour l'industrie, c'est quand même pas mal. On a un peu de dette, 1,2 fois la dette nette sur EBITDA, ça c'est pas très élevé, ça va, c'est gérable. Rendement du dividende à 3,2%, rendement actionnaire à 5,5%, donc on rachète des actions sur Holcim, c'est pas mal. Et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, comme on l'a dit auparavant, un payout ratio à 54% qui est plus faible que ça en réalité. Donc Holcim, maintenant c'est plus une société value. Moi j'aime bien le ciment parce que c'était complètement value en 2023-2024. Maintenant ça devient plutôt, on va dire, pas qualitatif, mais bon c'est un secteur qui est pas qualitatif non plus. Donc difficile à classer maintenant Holcim, vu que les multiples sont un peu élevés, et qu'on est sur une industrie qui est quand même mature et cyclique. Donc allez, on va dire que c'est plutôt un dossier dividende. Vous avez quand même un bon niveau de dividende avec un bon rendement d'actionnaire, donc ça peut complètement le faire dans un dossier, dans un portefeuille rentier. Suisse Re, on est sur la réassurance, 51 milliards de $ US de market cap, décroissance en rythme annualisé sous 5 ans de 2%. On a un price earning de 16, donc on n'est pas value sur Suisse Re, on n'a pas de marge de sécurité non plus sur les actifs tangible, donc c'est cher payé, un rendement des fonds propres à 14, donc c'est assez rentable, ça va. 4,85% de rendement du dividende, ça c'est intéressant, mais c'est un peu atténué par la dilution, puisqu'on a un rendement d'actionnaire à 4,2%, et un payout ratio à 61%, donc ce niveau de rémunération est soutenable, mais il ne va pas augmenter beaucoup plus à mon avis. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection? On est à l'écart des pharmaceutiques, on est à l'écart des financières, donc ça enlève pas mal de choses. Ensuite, Nestlé, c'est trop cher payé pour la qualité que c'est. Richemont, c'est un peu cher payé surtout si vous avez du LVMH. En tout cas, si vous voulez vous exposer au luxe, LVMH c'est le plus intéressant en ce moment à mon avis. Ensuite, ABB, c'est un peu cher payé à mon avis, surtout vu la croissance qu'il y a. Holcim, dommage si vous vous intéressez au secteur, maintenant ça devient un peu cher, mais ça peut le faire dans un portefeuille rentier. Moi je pense que ça va beaucoup dans un portefeuille rentier Holcim, surtout que c'est du franc suisse, et c'est une monnaie solide, donc ça peut être intéressant. J'espère que cette revue de la cote suisse vous a intéressé, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.